is the one-year anniversary when Russia brutally, illegally, and in a completely unprovoked way invaded the sovereign nation of Ukraine. As the Secretary just pointed out, Putin thought he could defeat Ukraine quickly, fracture the NATO alliance, and act with impunity. Nous voilà, juste après le général Mark Milley, le grand chef de l'armée américaine. Alors, je ne sais pas exactement comment on dit, je crois qu'il préside le groupe des chefs d'état-major, enfin bon, peu importe. Il a fait une conférence de presse avec Lloyd, je ne sais pas comment on prononce, Austin, qui est un général aussi, le secrétaire d'État à la défense des États-Unis. On va y revenir. Enfin, vous pouvez noter que nous avons désormais un peu de montage, on avance. Maintenant, on a des extraits vidéo. Espérons que YouTube ne fera pas d'histoire. C'est pas très long, hein, ça fait 20 secondes. Et c'est le fruit, effectivement, du travail que nous accomplissons. Alors, je vais commencer naturellement par un peu de mendicité, en vous rappelant que votre contribution est importante. Par exemple, j'ai toujours d'énormes problèmes pour obtenir la fibre et je pense malheureusement que ça va être très long. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes grâce à vous, j'ai décidé de passer comme l'armée ukrainienne par Starlink, hein, par le système des satellites d'Elon Musk et normalement, d'ici quelques temps, je devrais avoir des débits qui seront plus raisonnables que ce que j'ai. Bon, là, ça passe parce que je me débrouille et je fais pas ça chez moi, hein, mais je pense qu'avec Starlink, dans 15 jours, 3 semaines, je vous tiendrai au courant. Alors, comme toujours, on vous demande de liker la vidéo, de vous abonner, hein, parce que ça accroît la diffusion par YouTube, l'algorithme le fait. Hein, même punition, même motif, n'est-ce pas, mon cher Sylvain? Liker Veille stratégique. Et enfin, tu as une information qui va faire plaisir à ceux qui étaient impatients concernant ton bouquin. Oui, alors comme on l'avait annoncé depuis le début de l'année, donc le livre sur Mariupol dans sa version physique, hein, sa version papier, était parti en réimpression et donc depuis hier, il est de nouveau en stock chez mon éditeur, hein, chez Caractère. Donc vous avez le lien qui est en description sur cette vidéo comme sur les précédentes. Et donc, vous pouvez de nouveau vous le procurer pour le lire et en parler autour de vous, hein, puisque pour le moment, il semblerait que la majorité des lecteurs est satisfaite du travail que j'ai accompli. Il faut que ça continue pour les nouveaux lecteurs de demain. Et puis, comme tu l'as rappelé, hein, moi, j'invite encore les gens par rapport à Veille stratégique, déjà à venir au quotidien, parce qu'on a pas mal de gens qui nous disent c'est bien une vidéo hebdomadaire. Donc n'oubliez pas, si vous voulez des infos au quotidien, vous avez Veille stratégique, hein, pour avoir des informations de toute nature, que ce soit des vidéos, des traductions de textes, des fois même on rediffuse les interviews qui sont diffusées par d'autres médias. Hein. On a passé celui d'Arnaud Klarsfeld de chez Omerta hier ou avant-hier. Enfin bref, si vous voulez de l'actu au quotidien sur ce qui se passe en Ukraine et pas que, vous pouvez venir sur Veille stratégique, sur le Facebook ou sur la page directement. Voilà. Bien, alors je voudrais qu'on commence justement par ce qu'ont dit les responsables américains du plus haut niveau, hein, militaire, au cours de cette conférence, qui est quelque chose de très intéressant. J'invite éventuellement ceux qui veulent à aller l'écouter, elle est sur YouTube, donc ceux qui comprennent bien l'anglais ou bien qui veulent mettre les sous-titres en direct, qui fonctionnent pas mal, c'est ce que j'ai fait, je parle pas anglais, hein, et donc leurs propos sont très intéressants. Je vais pas revenir sur ceux d'Austin, qui sont moins intéressants. Austin est là, c'est un petit peu, je veux dire, un pantin. Je pense que il a été choisi par Biden pour des raisons de diversité, hein, et non pas pour ses compétences. En revanche, Mark Milley, lui, est plus classique. Hein. En tout cas, il a beau être plus classique et le chef de l'armée américaine, il ne dit que des bêtises, hein, concernant ce conflit. Bien. Je vais le citer. Hein. L'OTAN et cette coalition n'ont jamais été aussi fortes
et la Russie est désormais un paria mondial. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher, mon cher Alors Sylvain? déjà, le côté aussi fort, je ne sais pas comment il jauge sa force, hein, parce que c'est toujours ça le problème, c'est de savoir d'où on parle pour mesurer sa force, comme bien d'autres choses. Notamment parce que encore ce matin, j'ai vu passer un papier dans la presse anglo-saxonne, alors je ne sais plus si c'est le Financial Times ou le Wall Street Journal, disant que voilà, une fois encore, il y avait un journaliste qui constatait à quel point les armées occidentales étaient à l'os au niveau des munitions, au niveau du matériel et au niveau de la production industrielle telle qu'elle a été planifiée jusqu'à maintenant. Donc la force, je ne sais pas, c'est juste le fait, je sais pas, d'être ensemble. Hein, peut-être que c'est à partir de là qu'il considère sa force, c'est-à-dire qu'il a rassemblé autour de lui une coalition des laquais habituels issus de l'OTAN. Hein, mais c'est pas ça qui fait la force de la coalition aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que on a encore eu des exemples. Alors c'est bien parce que les chiens se mangent entre eux toujours, hein, de gens qui nous disent ah ben de toute façon l'armée britannique elle a plus que une journée de munitions, alors d'autres disent un Une après-midi. après-midi. Voilà, c'est la surenchère. Et moi je te dis que t'en as plus que pour 4 heures. Enfin bref, c'est une foire d'empoigne autour des moyens, mais quels moyens? C'est-à-dire des moyens qui sont absolument dérisoires. D'ailleurs, c'est assez phénoménal parce que les Occidentaux que nous sommes, nous-mêmes en tant que citoyens français, on a eu l'illusion pendant des années que, bon, bah, effectivement, il y avait eu des réductions de budget, que globalement, les armées s'étaient tournées comme sur le modèle américain de la lutte contre le terrorisme, mais qu'on avait, nous, en France, encore voilà, des vrais chars de combat, des vraies unités, etc., etc. Et puis aujourd'hui, bah, on se rend compte à l'aune de ce conflit que pas du tout. Hein, tout ça, c'était beaucoup de poudre aux yeux. Et que finalement, derrière, oui, on pouvait aller faire la guerre aux Maliens, on pouvait aller faire la guerre à d'autres pays ou d'autres groupes terroristes au fin fond de l'Afrique, mais que quand il s'agirait, si nécessaire, de s'affronter entre puissances industrielles, bah là, on n'était plus du tout doté. Et l'armée américaine fait partie de ce lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'oublions pas, l'armée américaine elle-même a dit stop à la livraison de munitions de 155 mm pour CM777 à l'Ukraine parce qu'elle a atteint ses stocks stratégiques et qu'elle est obligée de relancer sa production. Et que le temps de relancer sa production, elle fournit ou est en train de fournir à l'armée ukrainienne des pièces de 105 mm, donc d'une génération encore plus ancienne, avec une portée plus réduite, etc. Donc la force, moi je ne vois pas ce que c'est, sinon des rodomontades, et puis l'idée, ah oui, on est tous ensemble, et c'est bien. Enfin, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre, et encore moins une guerre contre la Russie. Bon, Sylvain, on ricane. Nous deux, on ricane, mais on a des mauvais penchants, c'est connu. Hein. Oui. Donc, pour savoir si l'OTAN n'a jamais été aussi forte, je propose de s'adresser à Jens Stoltenberg, qui en est le patron administratif. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave garçon? Il est clair que nous sommes dans une course à la logistique. La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Mettez-vous d'accord, monsieur Millet. Voilà, c'est QFD, voilà, c'est-à-dire. Voilà. Donc, il a déclaré que les troupes ukrainiennes dépensaient des munitions beaucoup plus que le taux de production actuel des membres de l'OTAN. Ah bon, très bien. La situation exerce une pression sur les industries de défense alliées, nous dit M. Stoltenberg. Le temps d'attente pour les munitions de gros calibre, a-t-il poursuivi, tel que les obus pour les obusiers de 155 mm envoyés par les États-Unis, est passé de 12 à 28 mois en moyenne. Voilà. Hein. Voilà. Donc, l'OTAN n'a jamais été aussi forte. Hein. Voilà ce qu'en pense Stoltenberg. Alors, Marc Millet. Je rappelle d'emblée que nous avons partagé cet été un excellent papier du RUSI, le plus vieux think tank du monde, qui parlait de ça, ou un chercheur britannique, donc pas un suppôt de Satan de Poutine, expliquait ça par le menu et pointait par le menu tous les problèmes structurels de l'industrie d'armement occidentale. Et voilà, bah, maintenant on est les deux mains dedans. Les deux mains dans le cambouis, et voilà, donc il y a des déclarations péremptoires, politiques, etc. Et puis Stoltenberg qui est quand même obligé de parler un peu plus vrai, parce que c'est lui qui est, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année, comptable de l'OTAN en termes de communication, bah, il est bien obligé de reconnaître que ce que nous avancions sur des bases britanniques n'était pas de la propagande pro-russe. Voilà. La Russie a perdu, nous dit
Mark Milley. Je reviens à lui. Elle a perdu Ah, stratégiquement, opérationnellement et tactiquement. Et voilà. elle paye un prix énorme sur le champ de bataille. La Russie mène une guerre d'usure très coûteuse, tandis que l'Ukraine tire efficacement parti de ses avantages asymétriques pour se défendre. Et l'avantage asymétrique le plus important dont elle dispose est le courage, la résilience et les compétences tactiques. Ce qui veut dire que les Russes sont des pleutres, ils n'ont aucune capacité à encaisser et ils n'ont aucune compétence tactique. Fort bien, Voilà. hein, voilà un petit peu ce que nous raconte le chef d'état-major de l'armée américaine. Donc, je me tourne à nouveau vers toi. Bah, alors, je vais d'abord commencer par le plus grave, qui ne concerne même pas l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il insiste sur quoi, cette espèce d'idiot américain de base? Il insiste sur ce que son prédécesseur n'aurait pas accepté de sa part, hein, on l'a en photo là derrière moi, le général Mattis, c'est qu'ils viennent encore nous dire que bah, puisqu'ils ont la supériorité tactique, bah, bien sûr, ils vont gagner. Hein. Alors là, on est en parfaite adéquation avec l'héritage de la Wehrmacht de 1945, hein, et puis de tout ce que les Américains affectionnent, hein, c'est-à-dire tactiquement, on a les meilleurs chars, on a les meilleurs avions, on a les meilleurs hélicoptères, et donc on va gagner la guerre. Hein. Donc c'est vrai que tactiquement, de 1965 à 1973, l'armée américaine nous a prouvé à quel point ses tactiques supérieures à celles du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne l'avaient amené à la victoire. Hein. Petite parenthèse comme ça, pour rappeler certains éléments historiques. Et je ne vais même pas parler de la supériorité tactique de l'armée américaine face aux Moudjahidines afghans, parce que là, ce serait encore rajouter du sel dans la plaie. Donc aujourd'hui, on voit bien l'impasse intellectuelle de ce monsieur, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas compris comment gagner une guerre. Il y a des objectifs stratégiques. Il y a l'art opératif qui est là pour mettre en œuvre des systèmes sur le terrain à travers des batailles pour obtenir des résultats. Hein, et donc tout ça, ça relève de la tactique, mais c'est pas parce qu'on a des échecs tactiques que l'art opératif ne va pas produire des effets positifs et qu'on va pas obtenir des résultats sur le plan stratégique. Voilà, donc il prend une fois encore le problème à l'envers, il nous démontre toute son ineptie intellectuelle, et puis sur le terrain, ben, on sait très bien que c'est faux. Alors, il y a une réalité qui est vraie, c'est que les Russes, tactiquement, souffrent toujours de difficultés. Ça, on ne peut pas le nier. On l'a encore vu avec les vidéos qui ont été publiées la semaine dernière sur un échec d'une colonne de fusiliers marins du Pacifique devant Ougledar. Les Russes ont encore, effectivement, des fois des problèmes tactiques à régler. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre la guerre? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas parce que les Ukrainiens ont effectivement fait preuve de beaucoup d'habileté tactique, notamment au printemps dernier, en défense, et de courage, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas beaucoup de moyens lourds à opposer aux troupes russes. Est-ce que c'est comme ça qu'ils gagnent la guerre? Ben non plus, ça ne marche pas. Hein. Donc, on voit à quel point on n'est toujours pas sorti du marasme de ce côté-ci du monde. Hein. Alors, il faudrait peut-être que ce monsieur se fasse livrer le dernier livre de notre camarade Benoît Billan sur l'art opératif, hein, pour qu'il comprenne un peu comment ça marche, et puis qu'il arrête de raconter les mêmes âneries que raconte la majorité de ses homologues, sauf le général Mattis, depuis maintenant 70 ans. Ça ferait pas de mal. Et ça ferait pas de mal notamment à l'Ukraine. Hein, parce que je rappelle que la stratégie globale adoptée par l'armée ukrainienne, celle des Festungen, hein, de résister à tout prix en s'enfermant dans des villes sous le principe de l'exemple de la Wehrmacht en 44-45, c'est pas vraiment comme ça qu'on va arriver à gagner une guerre. Hein, alors que la souplesse et des contre-attaques localisées auraient probablement produit de meilleurs effets. Donc, bon, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Pas le courage ukrainien, hein, ça je suis d'accord, les soldats ukrainiens, justement, parce que plonger dans ces inepties, faut avoir effectivement beaucoup de courage pour continuer de tenir la ligne de front. Alors, effectivement, quand on assiste à cette conférence, on se pose quelques questions. Et on se dit, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Là, j'ai pris les deux exemples des plus hauts responsables de l'armée américaine, en dehors du président Biden, sur les capacités militaires duquel on peut effectivement aussi s'interroger. Alors, qui sont ces gens? Comment ça se fait? Et ben, y a des Américains qui répondent. Et notre ami Douglas MacGregor dit, ce sont des imbéciles,
hein, comme Petraeus d'ailleurs, hein, et alors son interlocuteur lui dit, mais comment c'est possible qu'on arrive au plus haut niveau de l'armée comme ça? Il dit, vous savez, les politiques aiment bien les militaires soumis, les militaires qui ne leur font pas d'ombre. Regardez l'exemple, et il nous rend hommage, regardez l'exemple de l'armée française dans les années 30, hein, tout son environnement de direction était catastrophique, ce qui explique ce qui leur est arrivé. Merci, Monsieur McGregor. Hein. Enfin, en tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Alors, on ne va pas s'arrêter parce que, bon, là, on fait preuve un peu de méchanceté. On ne va pas s'arrêter aux Américains. Il y a aussi des Britanniques qui sont très bons. Hein. Donc, le ministre de la Défense, Ben Wallace, qu'est-ce qu'il nous dit? La Russie n'a pas été en mesure de percer les défenses de l'Ukraine, malgré la quasi-totalité de son armée déployée pendant la guerre. Cela a coûté très cher à l'armée russe. Nous estimons maintenant que 97% de l'armée russe, toute l'armée russe se trouve en Ukraine. Sylvain? Ah, bon, alors je ne savais pas au départ que 150 000 hommes, ça représentait la majorité de l'armée russe. 97%. Ah oui, puis maintenant 97%. Non, parce que il parle au début de percer. Bon, alors je rappelle que les Russes ont percé copieusement les défenses ukrainiennes dès le début de l'opération militaire spéciale. Hein. Faut voir la percée qui a été opérée. Alors de mémoire, peut-être que je me trompe de numéro, mais par la deuxième armée combinée de la garde qui s'est précipitée depuis la frontière de Soumy jusqu'à Kiev. Je pense que c'est un raid sur à peu près 350-400 km. Donc, elle avait bien percé les défenses ukrainiennes. Bref, et le corps de bataille initial, on est tous d'accord pour tomber autour du chiffre de 150, 170 000 hommes maximum. Donc, elle l'a fait avec des moyens qui étaient assez faibles. Et d'ailleurs, ça permet de comprendre une partie de la nature des combats qui se sont déroulés dans la suite avant que les Russes changent de braquet. Et puis alors maintenant, d'après les chiffres qui ont été fournis, donc il y a presque une quinzaine de jours, dont on parlait l'autre jour sur les pertes, il y avait aussi le chiffre du nombre, de l'estimation du nombre de troupes russes qui sont déployées aujourd'hui autour du théâtre ukrainien ou en Ukraine. On était à 418 000 hommes. Alors ça, c'est pas 97% des effectifs de l'armée russe. Hein. L'effectif aujourd'hui de l'armée russe, toutes forces confondues, il est aux environs de 900 000 hommes. Voilà, donc alors effectivement, sur l'armée de terre, ça doit probablement représenter plus de 50% aujourd'hui, hein, ça c'est clair, mais c'est pas 97% des forces russes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Par contre, il y a 100% de l'armée ukrainienne qui est mobilisée sur le front du Donbass aujourd'hui ou quasiment. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de stratégie, tu as parlé aussi d'art opératif. Je crois que c'est effectivement important quand on regarde à la lumière de l'art opératif ce que les Russes ont fait depuis le déclenchement de l'opération militaire spéciale, ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la première séquence qui s'est trouvée en échec, essentiellement à cause des Occidentaux qui n'ont pas voulu que la négociation aboutisse alors qu'elle était au bord de l'être. Et la suite, c'est-à-dire le passage à une guerre de haute intensité avec la volonté de poursuivre la neutralisation de l'Ukraine par le terme, j'arrive pas à le conjuguer, le verbe moudre, Oui. en meulant, je ne sais pas comment on dit, Oui. hein, l'armée ukrainienne avec les pertes que l'on connaît. Alors, on a dit du mal des hauts gradés américains, on s'est moqué du ministre britannique de la Défense. Maintenant, on va passer à la Rand Corporation, ou Corporation, hein, pour prendre l'accent. Une des personnes qui s'exprime beaucoup en ce moment, c'est une femme qui s'appelle Dara Masiko, c'est un drôle de nom, hein, et donc qui pose la question, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas prévalu? Pourquoi a-t-elle été stoppée dans son élan, mise en déroute et chassée des grandes villes, et mise sur la défensive? Hein, c'est devenu une des questions les plus importantes de la politique étrangère américaine et plus largement de la sécurité internationale. C'est-à-dire que les Russes, c'est une catastrophe. Ils ont été chassés des villes, de Mariupol par exemple, Sylvain. Hein, Je pense, oui. oui. Et donc, ils ont pas simplement essayé de rentrer à Kharkov ou à Kiev. Hein, et donc, mais elle pointe quelque chose d'important. Elle pointe quelque chose d'important, c'est-à-dire que elle dit voilà, nous, on travaille sur un réel
qui n'est pas le bon, on le sait bien, hein, mais il faut qu'on y réfléchisse et qu'on définisse maintenant quels sont nos objectifs. Parce que moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, quand on voit, et on va en reparler, quand on voit un petit peu comment le narratif, hein, beaucoup n'aiment pas cette expression, moi je la trouve utile, enfin utile et pratique en tout cas, donc que le narratif est en train de changer, hein, c'est-à-dire que dans plus en plus d'endroits, y compris certains des pires ganaches, hein, Yakovlev par exemple, sont en train de dire que ça va être très compliqué de faire gagner l'Ukraine. Bien, donc j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui les Russes ont cet avantage de savoir ce qu'ils veulent et de mettre en œuvre des objectifs politiques, stratégies, et ensuite le combat au service de ces objectifs. Eh bien, les Américains, ils sont quand même dans une situation compliquée. Ils ont provoqué cette guerre délibérément, c'est clair. Ils ont pensé qu'ils allaient mettre la Russie à genoux avec des sanctions économiques, c'est raté. Ils pensaient que la Russie allait être isolée au plan politique, c'est également raté. Et sur le terrain, la Russie ne fait pas comme on pensait qu'elle allait faire. Une blitzkrieg peut-être, non. Ils opèrent de façon différente et d'une façon qui est difficile pour certains observateurs militaires, j'ai l'impression, hein, est difficile à appréhender. Donc je voulais savoir quel était ton point de vue sur cette absence, peut-être, hein, cette absence d'objectifs américains face à la situation actuelle. Je pense que le problème, il vient de ces gens qui n'ont eu de cesse de dire, comme la Rand Corporation, nous le rappelons en 2019, de dire il va falloir extend Russia, étendre les moyens de la Russie au sens les solliciter pour l'affaiblir, mais sans donner les étapes pour y parvenir. Sinon, dire, bon, ben voilà, à un moment donné, il faudra qu'elle rentre en guerre avec l'Ukraine. Et puis, vu l'état du régime russe, ça va tomber tout seul, ça va pas porter très loin et le château de cartes s'effondrera sous nos yeux. Donc, encore une fois, on est sur beaucoup de wishful thinking, hein, c'est-à-dire que les types se sont dit il suffira de, sans regarder quelles sont les étapes pour y parvenir, quels sont les moyens adéquats à mettre en face de ces étapes. Et puis, ils ont lancé la machine. Et aujourd'hui, ils constatent que cette machine ne porte nulle part. Et ils tentent par tous les moyens de se rattraper à des branches, alors aussi bien dans le narratif, hein, comme tu le soulignes, qu'à d'autres aspects purement techniques ou tactiques, pour nous dire oui, oui, mais c'est bon, on va réussir à passer ceci, cela. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est fait pour se rassurer. Ça n'apportera rien d'autre. Parce que effectivement, aujourd'hui, tout est contre eux. La Russie n'est pas isolée diplomatiquement. La Russie est en train de rebondir économiquement, comme nous l'a si bien expliqué Jacques Sapir il y a 15 jours. Et puis sur le plan militaire, alors oui, là encore, on voit l'inadéquation entre la pensée occidentale et la pensée russe, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure dans les propos de Miley par rapport aux problèmes de doctrine. C'est-à-dire que parce que les Russes essuieraient des échecs tactiques, ils vont perdre la guerre. Mais non, non, jamais, jamais. Jamais ça se passe comme ça et jamais ça ne se passera comme ça. Parce que les Américains, eux, par contre, sont persuadés, malgré tout ce qui leur est arrivé, que la succession des succès tactiques finirait par aboutir à une victoire stratégique. Ils n'ont toujours pas compris que c'était complètement dans l'autre sens et qu'effectivement, les Russes ils peuvent avoir une colonne de 30 véhicules qui est en difficulté à Ougledar il y a 15 jours. C'est pas pour ça que la manœuvre qui a été pensée à Ougledar, dont certains disent qu'elle permet d'attirer des renforts loin de Bakhmout, n'aboutira pas. Ok, ils auront peut-être perdu 30 véhicules, mais peut-être que du coup, les 2 brigades d'artillerie ukrainiennes qui ont été ramenées dans le secteur d'Ougledar pour éviter la percée des Marines, elles sont en train de manquer à Bakhmout et que c'est ça l'objectif des Russes, quitte à sacrifier de temps en temps, tactiquement, des succès. Voilà, donc quand on n'a pas la volonté de comprendre ce genre de choses, on continue de raconter n'importe quoi, on continue de se voiler la face, et donc on se dit, tiens, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions. L'armée russe, elle a tenté timidement d'entrer dans Kharkov. Elle a compris que ça ne marcherait pas et s'est repliée. Et elle est passée sur les côtés.
Ils ont vu la même chose à Soumy et à Tcherniv. Ils n'ont pas essayé de prendre ces villes-là parce que de toute façon, dans leurs objectifs, ça n'avait aucun intérêt. Voilà, c'est tout. La seule véritable bataille pour des villes qui a échoué, c'est éventuellement la bataille de Kiev, si tant est qu'il y avait vraiment une volonté de se saisir de la ville. Et moi, je pense que c'était plutôt de se saisir des gens qui étaient dans la ville pour les contraindre à signer des accords. Mais la seule vraie bataille, pour moi, claire, nette et précise, urbaine, que les Russes n'ont pas gagnée, c'est celle de Nikolaïev. Voilà, c'est la seule. Où on peut dire, ah oui, ils ont tenté de s'emparer de Nikolaïev et ça n'a pas marché. Voilà. Alors, sur le nombre de villes qui sont concernées par l'attaque initiale, bah, ça ne fait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour justifier les propos de cette dame. C'est encore une fois très limité. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris Nikolaïev que toute l'opération s'est effondrée, je le rappelle. Voilà. Alors, sur cette situation qu'on décrit et qu'on essaye de comprendre depuis déjà plusieurs mois, hein, avec la création de cette chaîne YouTube, je me demande comment les Américains, parce que c'est les patrons, vont-ils définir ce qu'ils doivent faire, hein? Que devons-nous faire? Pouvons-nous le faire? Comment le faire, hein? Ils ont aujourd'hui une situation mondiale qui est celle que l'on connaît. Ils ont la situation militaire qu'ils connaissent mieux que personne, parce que les deux militaires dont on a parlé, soit ce sont de parfaits imbéciles, soit ce sont des menteurs, hein? Donc, peut-être les deux. Mais en tout cas, comment vont-ils définir ce qu'ils peuvent faire dans un pays, je parle des États-Unis, là où il y a des contradictions, il y a des luttes politiques assez fermes, assez féroces même, hein, avec le groupe des néoconservateurs qui, eux, sont toujours dans leur vision sectaire, hein, de l'avenir du monde. Est-ce qu'ils vont pouvoir, je m'interroge, est-ce qu'ils vont pouvoir définir des objectifs et essayer de les atteindre? La victoire militaire en Ukraine, je pense que c'est non. Je pense que c'est non, et ils le savent. Donc, à partir de là, quand est-ce que ils pourront négocier? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Chine? Est-ce qu'ils vont se réorienter? Comment est-ce qu'ils vont essayer de se sortir dans ce qui est devenu un peu un guêpier quand même, hein? Ils ont décidé en automne 2021 de ne pas répondre aux Russes, de les envoyer à la pêche de façon dédaigneuse, hein, et aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème, des problèmes extrêmement importants. Comment est-ce qu'ils peuvent élaborer la réponse? Alors, c'est très compliqué de discerner comment, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'enfumer la Terre entière avec des ballons, enfin des ballons pas dirigeables, mais avec des ballons et des extraterrestres. On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans une telle panade stratégique que la seule chose qui est en mesure de sortir de leur petit cerveau publiquement, c'est ça, c'est-à-dire d'agiter, d'avoir un autre officier, parce qu'il faut continuer la liste des officiers américains qui, depuis donc le début de la semaine, nous prennent vraiment pour des idiots. Hein, c'est-à-dire qu'on a là les deux dans le cadre des problèmes qui concernent l'Ukraine, et puis on a l'autre là de l'armée de l'air qui nous sert, j'ai oublié son nom, hein, et j'espère que l'histoire l'oubliera aussi, qui nous raconte, quand les journalistes l'interrogent sur l'histoire des ballons, qui nous dit qu'il n'exclut pas que ce soit des extraterrestres, en s'adressant au peuple américain. Mais ça veut tout dire. J'en parlais ce matin avec mon éditeur. Ça a le parfum de la blague potache qui a fait beaucoup de bruit à l'époque d'Orson Welles, la blague radiophonique d'Orson Welles avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on essaye de noyer les vrais problèmes derrière des immenses écrans de fumée. Je rappelle que si ici nous avons quelques ufologues renommés comme Jean-Claude Bourret, nous avons aux États-Unis des gens qui sont fous de ce sujet, mais vraiment fous. Hein, la zone 51 aux États-Unis, c'est un aimant pour ces gens-là. Alors, une fois encore, hein, je ne suis pas en train de dire que le phénomène extraterrestre, j'y crois pas, etc. Non, non, alors là, je me garderai bien de... Et puis, je ne juge pas les gens qui s'y intéressent pour autant. Mais que le général, chef d'état-major de l'US Air Force, vienne agiter cette espèce d'hypothèse en sachant très bien qu'elle va porter sur le public américain,
ça en dit très long sur l'impasse stratégique dans laquelle ces gens se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les mensonges de Milei, parce que je pense qu'il sait qu'il ment, et puis les déclarations de ce monsieur qui sont quasiment concomitantes dans le temps, je n'arrive pas à comprendre ce que les Américains pourraient faire demain. On sait, comme nous le rappelle McGregor ou Scott Ritter, que aux États-Unis, il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres officiers de renom, hein, et j'insiste encore sur le fait que McGregor est un des meilleurs cerveaux de l'armée américaine en tant que chercheur sur la doctrine, en tant qu'officier praticien, etc., qui, eux, veulent une sortie vers le haut en disant maintenant on arrête, on repose tout à plat, parce qu'effectivement, on a un problème à terme avec la Chine, et il faut savoir comment on va le régler, mais pas le régler comme on vient de régler, enfin, comme on vient de tenter de régler le problème russe. Il va falloir s'y prendre autrement. Oui, mais Je rappelle, parce que c'est passé complètement sous silence, que la semaine dernière, le patron du Kuomintang, le parti de Chiang Kai-shek, héritier de l'armée nationaliste chinoise, est allé en Chine continentale discuter avec les dirigeants chinois. Hein, et que personne n'en fait l'écho dans la presse occidentale. Alors bien sûr, son parti n'est pas majoritaire à Taïwan, mais c'est quand même des gestes forts qui sont posés, parce que je rappelle que la position aujourd'hui des descendants de Chiang Kai-shek, c'est la réconciliation avec Pékin, pas la guerre avec Pékin. Et tout ça doit être pris en compte, même si, effectivement, ils ne sont pas majoritaires à Taïwan, ils représentent quand même une force historique qui est incontournable, et avec laquelle les Chinois à Pékin savent pouvoir discuter. Donc les Américains feraient bien de s'intéresser à ces problèmes-là avec intelligence et diplomatie, plutôt que de continuer de nous faire peur avec les extraterrestres. Mais le problème, c'est que effectivement, se tourner vers la Chine, qui est considérée comme le danger principal, c'est bien, hein, définir des objectifs, définir des stratégies, parfait. Le problème, c'est qu'il faut régler le problème russe avant. Et comment? Et le seul moyen, ce sera d'accepter le fait accompli, ce sera de discuter, ce sera de passer un accord qui, de toute façon, pour l'OTAN et pour les larbins européens, sera une défaite. Sera une défaite. C'est pas la première, d'accord, mais ce sera d'une autre portée que la déconfiture afghane. Ce sera d'une autre portée. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, en dehors d'une espèce de fuite en avant, de production de rodomontade, il n'y a pas de pensée stratégique, justement, qui permette de dire c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et j'ajoute, exactement comme tu le dis, j'ajoute que on bascule dans une pulsion de communication totalitaire. Seymour Hersh, on en a parlé la dernière fois, fait un article, hein, et explique de façon difficilement réfutable que ce sont les États-Unis, sous la direction de leur président, qui ont décidé de saboter les gazoducs et de commettre un acte de guerre à l'encontre d'un de leurs alliés. C'est pas rien. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu les recherches d'occurrence faites sur les réseaux. Dans la presse américaine, zéro. Zéro. Il y a eu chez nous également un silence. On a refermé vite le couvercle. J'ai entendu M. Quatrepoint du Point nous dire oui, il est vieux, hein, oui, il est arrogant, hein, et en fait, ce qu'il raconte ne tient pas debout. On ne sait toujours pas qui a commis cet attentat. On sait. Je veux dire, ceux qui disent qu'ils ne savent pas, le savent. Monsieur Quatrepoint sait très bien que ce sont les Américains. Hein. Monsieur Scholz et son gouvernement qui disent on ne sait pas, savent très bien qui a fait le coup. Hein. Emmanuel Macron sait très bien qui a fait le coup. Moyennant quoi, le dispositif médiatique, il n'y a pas un journaliste, ou très peu, hein, quelques-uns quand même, et merci les réseaux, hein, aux États-Unis comme en Europe, qui viennent dire la vérité. Mais ce système totalitaire, avec les diversions dont tu as parlé, hein, les ballons, les extraterrestres qui nous envahissent, enfin, c'est complètement phénoménal. Et au point que, je veux dire, aujourd'hui, les démentis arrivent parce que ça devient difficile de continuer à nous raconter de pareils, ou très peu, hein, quelques-uns quand même, et merci les réseaux, hein, aux États-Unis comme en Europe, qui viennent dire
la vérité. Mais ce système totalitaire, avec les diversions dont tu as parlé, hein, les ballons, les, les extraterrestres qui nous envahissent, enfin, c'est complètement phénoménal. Et au point que, je veux dire, aujourd'hui, les démentis arrivent parce que ça devient difficile de continuer à nous raconter de pareils. Ah, on t'entend plus, Régis. On t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus. Non. Et on m'entend là? Ah voilà, là on t'entend, oui. Ah, je sais pas, oui, mais ce qui s'est passé, c'est... Il y Oui, a eu un alors, problème de. ça s'est arrêté où? Bah, il y a 30 secondes à peu près, Oui, quand tu donc parlais des diversions médiatiques. et bon, ben c'est en fait Siri qui s'est mis en route tout seul. Hein. C'est dit Ah, d'accord. Siri, oui, oui, c'est pratique. Hein. Ah oui, Prisonnier et victime de la technique. Oui, oui. je t'interrogeais sur Seymour Hersh, moins sur sa thèse, hein, qui est quand même très solide, même s'il y a peut-être des nuances, peut-être des modifications à y porter, sur qui il est. Et aujourd'hui, il fait l'objet de campagnes visant à le déconsidérer qui sont parfaitement ignobles, quoi. Oui, alors Seymour Hersh, c'est ça qui est assez particulier, c'est que, on le disait la semaine dernière, c'est un journaliste qui a quand même eu donc d'abord le prix Pulitzer en 70 parce qu'il a révélé le massacre de My Lai au Vietnam qui a eu lieu en mai 68, hein, et qui, contrairement à ce que racontent certains, n'est pas le Oradour-sur-Glane vietnamien, mais est l'un des Oradour-sur-Glane vietnamiens. Hein. Les autres n'ont pas été instruits de la même manière. Et heureusement que Seymour Hersh a fait une enquête sur au moins celui-là pour qu'on ait une idée de ce que pouvaient être les crimes de guerre commis par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam contre les populations sud-vietnamiennes dont elle avait pourtant la charge de la défense, hein, contre les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Donc, il a été primé à l'époque. Il était, il faut le rappeler d'emblée, porté par toute la gauche américaine du Parti démocrate à l'époque. Hein. C'était vraiment eux qui étaient à fond derrière lui et qui se félicitaient de ses travaux. On le retrouve plus tard, nous occidentaux, dans une autre affaire où là encore, c'est la gauche américaine qui continue de l'encenser parce que c'est lui qui va révéler l'affaire des prisonniers, enfin du traitement des prisonniers d'Abu Ghraib en Irak, hein, avec la fameuse photo dont on a tant parlé, dont certains reparlent encore un peu aujourd'hui, de ce prisonnier irakien tenu en laisse dans des conditions absolument abjectes. C'est encore le travail de Seymour Hersh. Et donc à l'époque encore, hein, voilà, tout le Parti démocrate qui aujourd'hui lui crache à la figure. Nous disait que c'était un des plus grands journalistes d'investigation, etc. Le problème, bah, c'est qu'à partir de la guerre en Syrie, il a commencé à tenir des positions objectives contre le narratif de l'équipe Obama, contre le narratif imposé bien sûr ensuite aux pays occidentaux. Il a remis en cause dans les pas de l'étude menée par le MIT, hein, donc l'un des plus grands instituts de technologie du monde, la thèse selon laquelle à la Ghouta, c'était l'armée de Bachar el-Assad qui avait utilisé des gaz toxiques alors que vraisemblablement ce n'est pas le cas.
selon ces différentes études. Et donc là, tout le monde a commencé à se désolidariser de lui au sein du Parti démocrate et à nous le faire passer, c'était devenu un agent de Bachar el-Assad, un agent des Russes, etc. Dès qu'on quitte le narratif occidental, on prend tout de suite la foudre parce que on veut plus servir. Ça servait de critiquer l'intervention américaine au Vietnam en 70, donc il était quelqu'un de bien. Ça servait de critiquer l'intervention en Irak de George W. Bush, donc c'était quelqu'un de bien. Et d'un seul coup, il se met à critiquer Obama, ce grand président afro-américain d'origine, qui a été l'auteur du plus grand nombre de déportations de latinos de l'histoire des États-Unis, de l'autre côté du Rio Grande, qui a été le président qui a bombardé le plus de pays dans l'histoire des États-Unis, bien plus que George Bush, mais intouchable parce qu'afro-américain, donc Seymour Hersh a commencé à perdre du crédit à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, il vient mettre un énorme coup de pied dans le narratif sur Nord Stream. Donc là, bien évidemment, il est devenu le paria des parias. Alors c'est très drôle parce que chez nous, en France, on a toujours Duhamel père, El Kabbach, qui ont le droit à la parole sur différentes chaînes, qui doivent avoir à peu près le même âge que Seymour Hersh, mais eux, ce qu'ils racontent au quotidien, quasiment aux Français, n'est pas un problème par rapport à leur âge, où on voit pourtant que ça fait longtemps qu'ils sucrent les fraises l'un comme l'autre, mais eux, ils peuvent toujours tenir le crachoir et ce qu'ils disent aurait toujours une valeur journalistique ou politique ou que sais-je. Alors que Seymour Hersh, non, pas du tout. Là, maintenant, il est grillé. On a été rhabillé sa fiche Wikipédia, il ne faut pas l'oublier. Ça aussi, c'est assez intéressant. On en avait parlé avec le colonel Beau, c'est-à-dire que là aussi, quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté, il y a des petites mains qui viennent retoucher vos fiches Wikipédia pour vous faire passer pour un complotiste, un fasciste, un néo-nazi, etc., etc. Donc c'est absolument abject. Et comme tu le rappelais, il y a probablement encore des choses à découvrir dans ce que Seymour Hersh avance, mais globalement, comme l'avait, je le rappelle, Philippe Migaud, expert en question de défense, il l'avait expliqué, la marine russe, de toute façon, n'a pas les moyens pour pouvoir intervenir là où s'est passé le sabotage, et donc il n'y a aucune possibilité technique pour que ce soit quelqu'un d'autre que les Occidentaux qui soit derrière cette affaire. Et vu que personne ne bouge une oreille sans l'assentiment des Américains, enfin si dans le camp occidental large, les Israéliens peuvent le faire, ce sont les seuls, mais sinon tous les autres et surtout les Européens ne peuvent pas faire ce genre de choses sans l'aval des États-Unis d'une manière ou d'une autre, y compris les services secrets britanniques. Alors, pour la petite histoire, on va rappeler qui était celui qui, dans l'affaire de Milley, a essayé de tout étouffer, a remis le couvercle, etc. C'était Colin Powell. L'homme des tubes, l'homme des voilà, tubes. Colin Powell. Alors même s'il est mort, on dira quand même ce qu'il a fait pendant l'affaire de Milley, c'est qu'il a été chargé. Il venait d'arriver au Vietnam. Il a été chargé en tant qu'officier, chargé de la communication de sa division, qui était celle du lieutenant Cazet qui a opéré le massacre. Il a été chargé de faire taire, en les contraignant gentiment, les témoins, pour éviter non pas le procès, mais que le procès reste au niveau du lieutenant Cazet et de ses subordonnés, pour que jamais l'affaire ne dépasse le pauvre lampiste. Je ne dis pas que Cazet n'a pas de responsabilité, mais au-dessus de lui, aucun autre officier, et surtout aucun officier supérieur de l'unité n'a été mis en cause grâce à l'intervention de Colin Powell, qui démarrait alors sa carrière d'officier dans l'armée américaine. On voit qu'il l'aura commencé dans le mensonge pour la terminer publiquement dans le mensonge face en plus à l'ONU. Alors, effectivement, là, on vient de parler de ce système médiatique avec le plus haut niveau qui raconte n'importe quoi, le plus haut niveau qui ment. On apprend que Merkel, Hollande, d'une certaine façon Macron aussi, n'ont jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk pour lesquels la France avait donné sa parole. On apprend qu'il y a eu des négociations qui étaient sur le point d'aboutir et que la France s'y est opposée, entre autres, mais la France, moi, c'est celle qui me préoccupe, c'est ce pays-là, c'est le mien. Et malheureusement, on constate que dans
ce concert de propagande, dans ces excès, dans ces délires parfois, nous jouons un rôle particulier. Nous sommes peut-être en Europe un des pays les pires. Hein. Je ne parle pas bien évidemment des pays baltes ou de la Pologne qui ont un rapport particulier avec la Russie, hein, et qui sont totalement dans des délires excessifs. Mais chez nous, c'est quand même grave. Je voudrais. Oui, on a vu sur l'affaire de Seymour Hersh, l'un des rédacteurs de DSI, hein, Olivier Schmitt, venir sur Twitter nous dire que Seymour Hersh, vu ce qu'il avait mis dans son article, c'était ni plus ni moins un agent russe. Voilà, ça y est, c'est fini. Il est plus citoyen américain digne de ce nom. Hein, pour ces gens-là, il est devenu un agent russe. Voilà, le procès est terminé par un tweet et au revoir. Alors, je voudrais lire, j'ai lu au début de l'émission, je continue à lire la prose d'une Madame Alla Poedl, qui est ukrainienne, professeure à Sciences Po, nous dit-on, politologue, je n'avais jamais entendu parler auparavant. Enfin, je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent la connaissent, l'ont déjà vu, traiter les Russes de cafards. Hein. L'Arcom n'a naturellement pas bougé, hein, fait des remarques à André Berkov, mais à LCI sûrement pas. Et je veux dire, ils ont un problème. Nos amis journalistes des chaînes d'infos et de mainstream, ils ont un problème avec quelqu'un qui fait courageusement son boulot et qui défend courageusement ses convictions. Ça m'a surpris, je le reconnais, c'est Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld refuse de négocier, il dit c'est pas négociable, hein. L'Ukraine est un pays qui rend hommage à des génocidaires, à des massacreurs, à des néo-nazis, à des collaborateurs de l'Allemagne hitlérienne. Donc, c'est pas acceptable et c'est pas supportable. Donc, il dit, voilà, le combat contre les Russes justifie tout, et bientôt, comme il en a mené un extraordinairement violent, on va dire que Hitler avait raison. Et voilà ce que nous dit cette personne qui est tous les jours sur ces chaînes, hein, le vide abyssal intellectuel d'Arnaud Klarsfeld, qu'il insiste à étaler partout, en plus de détruire sa vie publique, faute d'orthographe, a aussi créé un profond dégoût et du mépris envers ce pitoyable personnage au regard fuyant, soumis stupidement à la propagande russe, Burke et Reburke. Voilà les héros. Voilà les héros, les héroïnes en la circonstance. Hein, T'es sûr que tu as lu ça? T'es sûr que tu as lu ça sur Twitter? Parce que ça me rappelle des articles de Je suis partout, moi. Oui, on est là, je suis partout. Alors voilà. Elle a dû se retenir. Hein, personnage au regard fuyant, soumis en majuscule. Hein, elle n'a pas dit au nez crochu et aux grandes oreilles, mais c'est tout juste. C'est-à-dire, on doit se reproduire là, cette complaisance, cette tolérance avec des choses qui ne sont pas tolérables. Enfin, bon sang de bonsoir. Imaginons que la rue qui mène à la stèle et au monument commémoratif du Veldiv, imaginons-nous qu'elle s'appelle la rue Maréchal Pétain ou la rue Pierre Laval. C'est ce qui se passe en bien pire, hein, en bien pire en Ukraine. Hein, c'est ce qui se passe à Kiev. Donc, on voit que le ministre de la Défense ou des Affaires étrangères du nouveau gouvernement vient d'arriver à Kiev et je ne sais plus qui sur Twitter demandait il va aller à Babillard, est-ce qu'il va emprunter l'avenue Bandera, par exemple, c'est ça, oui. Donc, il y a quelque chose qui commence à puer. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là. Hein, ce tweet hein, est absolument intolérable parce qu'on voit bien évidemment se pointer dans la façon dont elle le décrit, hein, au regard fuyant, Burke et Reburke. Oui, c'est l'exposition du Palais Berlitz bientôt. Donc ça, c'est tout à fait insupportable. Hein, les descriptions que Pujadas fait des soldats russes, de véritables zombies, drogués jusqu'à la gueule, etc. Enfin, je veux dire, et naturellement, l'autorité qui est chargée de contrôler la mesure et le pluralisme, bien évidemment. Hein, et le pluralisme, l'Arcom ne bouge pas une oreille. C'est une situation qui est assez grave. Fort heureusement, nous avons
le discours d'un certain nombre de personnes qui commencent à changer, mon cher Sylvain. Hein. Oui, Nos chers ouvriers de la 11e heure, hein, une référence à l'évangile, hein, les ouvriers de la 11e heure, c'est des gens qui sont restés très modestes et qui maintenant commencent à changer. Commencent, alors, à changer pour certains, hein, ou bien commencent à s'exprimer, alors qu'ils ont été extrêmement silencieux pendant un bon moment. Donc, c'est une bonne chose qu'ils répercutent désormais un peu mieux le réel, mais ça n'est pas brillant quand même, hein, du fait de ce silence pendant toute cette période. ah, oui, 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 c'est sûr. Et puis, alors, on voit déjà, parce qu'il faut rappeler que Arnaud Klarsfeld tient ces positions-là depuis le mois de septembre dernier. Hein, c'est pas arrivé. Et là, aujourd'hui, il y a effectivement, grâce aux ouvriers de la 11e heure, un engouement autour de ses positions, hein, puisqu'il est reçu dans pas mal de médias qui lui tendent le micro pour pouvoir exprimer ses réalités sur la présence du néonazisme aujourd'hui en Ukraine, pas simplement en 1941 ou 44, hein, et pour rappeler à quel point ce pays a été gangréné par cette idéologie depuis 2014 et le Maïdan, et ce qui avait donc provoqué une colère chez beaucoup de russophones. Et puis, bon, bah, voilà, on a des gens qui, médiatiquement, tendent à s'aligner sur un des rares qui a tenu la barre dans le domaine, qui est André Berkoff, hein, parce que c'est pareil, André Berkoff, depuis le début, à sa place à Sud Radio, a été un des seuls grands médias à tenir un discours un peu différent, à inviter des Non, gens différents. c'est pas tellement qu'il ait tenu un discours différent, il a fait preuve d'une neutralité et il a Oui, invité des gens qui étaient voilà, porteurs d'une autre parole. C'est-à-dire qu'il a voilà, fait son boulot de journaliste. Hein. journaliste, oui. Et donc, alors naturellement, c'est un pantin poutinien, etc. Ah Or, oui, faut ah bien oui, écouter ses émissions. Il est très mesuré dans ses ah approches oui, et oui, il passe oui, la oui. parole à un certain nombre de gens, hein, qui ne sont pas dans la doxa qui nous est C'est ça. Voilà. Et imposée. ça lui a donc valu, comme pour Seymour Hersh, égal agent de Moscou, comme pour nous, etc. Hein. Et donc aujourd'hui, on voit des gens, alors bon, le plus drôle, c'est Michel Onfray, hein, bien évidemment, parce que alors lui, là, c'est plus l'ouvrier de la 11e heure, c'est même pas le résistant de septembre 44. Lui, c'est la girouette du clocher du village, puisqu'il y a un an, à cette heure-ci, il s'apprêtait à nous dire que Vladimir Poutine mentait au sujet du néonazisme en Ukraine. Il n'avait pas dû discuter avec Arnaud Klarsfeld. Et puis, que Poutine était un fasciste. Alors, on était assez surpris de l'entendre tenir ses propos pour certains. Bon, ceux qui avaient suivi ses déclarations autour des restrictions des libertés individuelles avec la Covid-19 savaient très bien que c'était tout à fait logique qu'il tienne ce genre de discours. Et puis là, il se rend compte que effectivement, il entend autour de lui des gens comme Arnaud Klarsfeld ou d'autres lui dire que non, c'est peut-être pas aussi simple que ça, qu'il y a peut-être des problèmes beaucoup plus profonds qui secouent la société ukrainienne. Et puis que je pense aussi qu'il doit avoir peur, comme malheureusement certaines personnes, d'un engrenage de cette co-belligérance dont il a tant parlé, qui nous amènerait au bord de l'apocalypse nucléaire. Hein. Alors ça rappelle un peu les gens de son milieu dans les années 80, quand il y a eu la crise des SS-20, ils s'amusaient beaucoup à se faire peur sur les plateaux télé avec l'Apocalypse, l'Armageddon et tout et tout. Hein, bon, je pense que c'est des gens qui sont en mal de sensations avant toute chose. Mais voilà, donc on a tous ces gens qui commencent à arriver. On a Régis Le Sommier qui nous fait des rapports de plus en plus précis de son retour du front russe, même s'il continue de raconter beaucoup de bêtises sur la façon dont les soldats russes se battent. Hein, je pense qu'il n'a pas encore fait le cours de stratégie militaire le plus élémentaire pour s'exprimer. Mais bon, voilà, donc c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir nous aussi une caisse de résonance plus importante, mais néanmoins, ça reste surprenant par rapport à tout ce qu'on a, à tout le silence qu'on a eu pendant près de 11 mois autour de tout ça. Voilà, donc on va voir comment l'évolution de la situation dans les mois qui viennent va permettre de juger leur courage. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que ça va redescendre? S'il y avait des revers côté russe, on verra. Ce sera assez intéressant. Enfin, nous, en tout cas, on restera sur nos positions. Bon, moi, je me réjouis, hein, même si je comprends qu'il puisse y avoir certains agacements, hein, je me réjouis que bon, le bon sens revienne déjà,
Hein, bon, tu as parlé de Michel Onfray. Moi, je travaille avec lui à Front Populaire. Un jour, on a eu une discussion devant des tiers et je disais que j'étais en désaccord avec lui sur 98% des questions. Et il avait répondu avec beaucoup d'humour. Il avait répondu, moi, ce qui m'inquiète, c'est les 2%. Donc, effectivement, on n'est pas d'accord sur grand-chose, hein, mais on s'entend bien. Et je pense que il s'exprime. Je pense que c'est peu calculé. C'est peu calculé. Et là, Ah il oui, a oui. mesuré et il a compris que ce qu'il en était. Il avait démarré parce qu'il démarre très vite. Hein, je veux dire, et donc, moi, je me réjouis il tienne ce discours parce qu'il a de l'influence. Hein, il y en a d'autres. Il y a Emmanuel Todd qui s'est exprimé aussi. Il y a Guénaud, de façon plus nette qu'il ne l'avait fait auparavant. Hein. Nous, on a eu le mérite de le faire tôt et d'avoir tenu cette ligne-là, hein, grâce à vous. Hein, grâce à ceux qui nous écoutent, hein, qui sont de plus en plus nombreux et on s'en réjouit et on va continuer. Hein, donc, effectivement, essayer de tenir ce rapport au réel, cette réinformation, parce que les dégâts qui ont été faits sont quand même assez importants. Hein. Et puis surtout, ce que ça raconte sur notre société, cette pulsion totalitaire. C'est Maffezoli qui a dit Oui. quand les élites sont en difficulté, elles basculent facilement vers des pulsions totalitaires. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe sur le terrain. Si aujourd'hui on en a peu parlé, et puis s'il n'y a pas eu de carte, mon cher Sylvain, hein, c'est pas par hasard. Je voudrais pour conclure ce passage concernant les débats, les désaccords, les contradictions et le travail de réinformation, je reviens au début de cette vidéo sur ce qu'a dit Millet. Millet dit, et tout le temps, si on écoute bien les dirigeants occidentaux, concernant l'opération militaire spéciale, non donnée par les Russes, si on écoute bien ce ils disent toujours, ils martèlent, guerre d'agression non provoquée. C'est leur concept, c'est le concept stratégique et juridique. Or, la réalité, et celle que revendiquent les Russes, c'est guerre défensive provoquée. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens, y compris aux États-Unis, qui sont sur cette ligne-là. Hein. Si on écoute Jeffrey Sachs ou si on écoute Marsheimer, ils sont sur cette ligne-là. Et d'une certaine façon, Kissinger, avant qu'il ait été remis au pas. Donc, et c'est fondamental, cette contradiction. C'est fondamental parce que tout se décline à partir de là. Guerre Ah oui. d'agression non provoquée, donc dans ce cas-là, c'est la guerre totale, il faut leur faire la guerre, etc. Si on regarde la réalité et on dit guerre défensive provoquée, ça change beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vu dans les discussions, par exemple, avec les gens du Parti communiste, enfin le groupuscule qui en tient lieu aujourd'hui, c'est assez étonnant. Ils sont sur cette ligne-là, c'est une guerre d'agression non provoquée. Par conséquent, Poutine, c'est une guerre impérialiste. Par conséquent, les Américains ont raison. J'ai eu des discussions tout à fait étonnantes. Alors que s'il y a bien un conflit aujourd'hui et une guerre, celle que mène la Russie contre l'Ukraine et par conséquent contre l'OTAN, s'il y a bien une guerre qui est anti-impérialiste aujourd'hui, c'est celle-là. C'est celle-là. Ah La oui. contradiction, elle se trouve là. La barricade n'a que deux côtés. Et bien, effectivement, je comprends qu'on considère que c'est une agression non provoquée. On a le droit d'avoir un mode d'appréhension du réel un petit peu déréglé, mais le débat, il est celui-là. Et lorsqu'on essaye d'être dans le réel, lorsqu'on essaye de comprendre et lorsqu'on essaye de débattre, il faut bien partir de ça. Il faut bien partir de ça. C'est une guerre défensive provoquée. Alors, j'ajoute, parce que le juriste revient au galop, j'ajoute qu'au plan du droit international, c'est une guerre qui peut être légitime. C'est une guerre qui peut être légitime. On en a parlé, l'offensive israélienne de 1967, la fameuse guerre des 6 jours, a été une guerre défensive provoquée. Voilà. Et par conséquent, cette guerre-là n'a jamais été condamnée dans son principe. Ce qui a été
décidé après par les instances internationales, tu me le rappelais dans une de nos conversations, c'est des délibérations demandant l'évacuation des territoires occupés, et c'est ce refus de les exécuter pour des raisons qu'on peut comprendre concernant justement cette sécurité, hein, qui jette effectivement un doute sur la légitimité de l'offensive israélienne de 67. Enfin bon, on va pas partir au Moyen-Orient, hein. Donc on va revenir en Ukraine et dans le Donbass. Que s'y passe-t-il, mon cher Sylvain? La semaine, alors je ne vais pas dire qu'elle est calme, hein, parce que les combats sont d'une très haute intensité, même si les gains territoriaux restent relativement limités, hein. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas montrer de carte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a toujours donc des combats intenses de fixation dans le secteur d'Ougledar, comme je disais tout à l'heure, qui ont contraint les Ukrainiens à déplacer 2 brigades d'artillerie pour venir soutenir la défense de cette petite ville, qui maintenant ressemble de plus en plus à tout un tas d'autres villes déjà détruites dans le secteur, parce que lieu de combat depuis 2014. Ensuite, dans le secteur qui est le plus médiatisé, c'est-à-dire Bakhmout, l'encerclement de Bakhmout se poursuit avec un grignotage toujours sur les mêmes bases tactiques de la part de Wagner, hein, c'est toujours la même chose. Donc on a appris la chute de Krasnaora, je crois que c'était dimanche de mémoire. Là, on devrait avoir la chute d'un des autres villages, soit au sud, soit au nord, hein, ça dépendra de la vitesse à laquelle les opérations se développent. On a eu des informations avant-hier selon lesquelles les Ukrainiens s'apprêteraient, alors c'est à date d'aujourd'hui, donc on va voir si d'ici ce soir ça se produit ou pas, s'apprêteraient à incendier la ville avant de la quitter, hein. Ce serait une opération de terre brûlée en cas d'évacuation par les troupes ukrainiennes. Alors on verra d'ici ce soir si elle a lieu ou si c'était une intoxication de la part des Russes. Et ensuite, on a des combats qui sont très intenses entre Kupiansk et Krymina. Ça continue, même si les Russes ont montré, semble-t-il, une pause opérationnelle de réorganisation dans le secteur de Krymina. Il y a eu quelques tentatives de contre-attaque locale de la part des Ukrainiens. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ça fait maintenant 15 jours que parmi le décompte qui est effectué par les Russes des pertes ukrainiennes, alors elles sont toujours très importantes au niveau humain, ça fait 15 jours qu'il n'y a plus un seul char, je dis bien un seul char, qui est comptabilisé par l'armée russe dans les pertes ukrainiennes. Les chars ont disparu du champ de bataille, ou alors ils ne sont pas touchés par les tirs russes, mais vu l'intensité des combats, ça paraît compliqué. Il semblerait que, alors il y a 2 possibilités, soit les Ukrainiens ont perdu la majorité de leurs chars, et on comprend donc l'appel au secours depuis 6 semaines aux Occidentaux dans ce domaine, soit le peu de chars qu'il leur reste a été retiré sciemment de la ligne de front pour constituer une réserve. Je pense notamment au secteur de Kramatorsk et Slaviansk. Voilà. Mais en tout cas, de manière vraiment très remarquable, hein, je vous invite tous les soirs, on publie le compte-rendu journalier d'un blogueur biélorusse qui tient un site qui s'appelle, enfin une page YouTube qui s'appelle Military Summary, et il disait encore hier, voilà, ça fait la énième journée au cours de laquelle je constate qu'il n'y a, en tout cas, et les Russes, s'ils détruisent un char, ils vont le revendiquer, il n'y a aucun char détruit revendiqué par l'armée russe. Donc c'est assez remarquable pour le dire. Je vais dire un petit mot de certaines personnes qui ont commencé à nous dire qu'on était pris en défaut parce que le site turc d'open source Oryx avait ressorti de nouveaux chiffres sur les pertes de l'armée russe. Alors on nous dit, voilà, début février, les Russes auraient perdu la moitié des 3200, j'insiste bien, des 3200 et quelques chars qui étaient à leur disposition au 1er février 2022. Ils en auraient perdu la moitié. Donc c'est terrible. Donc voilà, l'armée russe va s'effondrer. Alors moi, je ne fais pas le calcul dans ce sens-là. Je sais que c'est… Alors déjà, Oryx et ses approximations, c'est une chose, hein, mais il y a même des gens comme Cédric Mas qui nous disent « Ah, ils se trompent, ils sont inférieurs à 20% à la réalité. » Bon, bref, voilà. En tout cas, si on prend les chiffres d'Oryx tels qu'ils sont, ça veut dire qu'il reste 1600 chars à l'armée russe,
pour un front qui a diminué de plusieurs centaines de kilomètres, et auxquels viennent s'ajouter environ 400 nouveaux chars, 200 T90 et 200 T80 BMW et T72 BM3. Donc au final, l'armée russe serait encore aujourd'hui avec 2000 chars modernes en sa possession sur le théâtre ukrainien. Voilà, donc ok, ils en ont peut-être perdu 1200, 1600, je ne sais pas, hein, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand un char est détruit, on peut le prendre en photo, mais s'il reste dans les lignes de l'armée en question, bah, cette armée peut prendre la carcasse, l'épave, la réparer, etc., etc. C'est comme ça que les pertes allemandes sont toujours à prendre avec énormément de pincettes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que souvent les chars restaient dans leur position, et donc ça permettait aux équipes de réparation de la Wehrmacht de les remettre vite en état de marche. Donc là, on ne sait pas exactement, c'est pour ça qu'il y a des deltas, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dès qu'un chiffre sort de la part de gens comme Oryx, ça y est, tout le monde en fait des gorges chaudes, et en regardant d'ailleurs que la partie qui les intéresse. Hein. Mais pour dire que l'armée russe conserverait 1600 chars auxquels s'ajoutent les autres, là, il n'y a personne pour faire le calcul dans ce sens-là. Bon, bah voilà, c'est un peu n'importe quoi, et c'est à la hauteur des analyses que pondent ces gens-là à longueur de journée pour essayer de nous raconter des fables sur ce qui se passe en Ukraine. Parfait. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour. Enfin, on a surtout, comme la dernière fois, dit du mal de tout le monde. Hein, et Oui, on alors sait. je voudrais qu'on termine par la personne dont on n'a pas évoqué enfin si on a évoqué au début son nom, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Je veux pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire que la semaine dernière, le général Yakovlev nous a fait comprendre sur LCI que alors j'adore la formulation. Je crois encore en la victoire de l'Ukraine. Là encore, je me demande si c'est pas sorti du ministère de la propagande de l'État français de 1942, si vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout, la même semaine, le général Yakovlev, alors bon, là, donc là, on a vu que bon, le narratif, il n'y croyait plus vraiment autant qu'avant, mais la même semaine, le général Yakovlev est encore venu faire l'apologie du Feldmarschall von Manstein. Hein. Donc ça devient insupportable parce que ça va dans le même sens que le tweet dont tu parlais tout à l'heure à l'égard d'Arnaud Klarsfeld. Le général von Manstein commandait les forces de la Wehrmacht en 1941 qui ont pris la ville de Simferopol, dans laquelle il y avait une grande communauté juive. La Wehrmacht, sous son commandement, a été l'auxiliaire actif de l'extermination par balles de cette communauté juive. Et pour récompenser ses meilleurs officiers pour les combats qu'ils avaient menés avant contre l'armée rouge, le général von Manstein a demandé aux Einsatzgruppen qui avaient commis cette exécution de récupérer les plus belles montres sur les cadavres pour les donner à ses officiers. Voilà de qui le général Yakovlev vient faire l'éloge devant des millions de Français sur une chaîne qui s'appelle LCI. Voilà. Eh ben, on restera avec cette infamie. Hein, on terminera avec cette infamie en vous disant merci de votre attention et on vous retrouve la semaine prochaine parce que nous allons continuer. À bientôt. Salut.